représenter, je dirais, un modèle pour beaucoup de jeunes filles qui nous regardent et de jeunes femmes aussi qui nous regardent, et même nous, aux autres africaines aussi. Donc j'aimerais que vous nous dites un peu, c'est quoi votre parcours qui vous a amené là où vous êtes et qu'est-ce que vous pensez que ça représente pour nous, les femmes, surtout pour nos filles? Je suis Dr Sabine Nakautimana, médecin de formation avec un diplôme d'études spécialisées en santé publique. Actuellement, comme vous le disiez, je suis la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, poste que j'ai eu après avoir pris l'engagement de participer en politique pour que justement, en tant que femme, je puisse d'une part contribuer au développement du Burundi, mais aussi servir d'exemple pour les jeunes filles, pour que justement toutes les filles et femmes puissent comprendre qu'on ne peut pas accéder à un développement si on laisse personne derrière. Je suis aussi présidente du Forum régional des femmes de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je suis présidente du conseil communal de Gasogwe, ma commune natale, c'est en province de Muyinga. J'ai été ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida pendant la législature 2010-2015. J'ai été nommée chef de cabinet civil adjoint du président de la République pendant la législature 2015-2020. Et voilà, maintenant, je suis députée. Mais à côté de ça, je dois dire que je suis membre de beaucoup d'associations. Et je pense maintenant que ça va me faire, je dirais, à peu près 20 ans que je suis engagée en politique. Je vais passer aux questions avec la représentante de CAFOB, la société civile. Je sais que vous êtes très engagée au niveau de CAFOB pour, je dirais, combler tous les gaps que Jackie a présentés. Ma question pour vous, c'est quels sont d'après vous les blocages au niveau légal pour permettre le plein épanouissement et surtout le plein développement de la femme burundaise? À vous, madame. Les blocages au niveau légal, même si notre pays a connu un pas en avant, si nous commençons par le mariage, par exemple, nous avons un gap à remplir. La loi donne la prérogative au mari de fixer l'adresse du domicile légal. L'article 122 du Code des personnes et de la famille indique que c'est le mari qui est chef du ménage. Donc, à travers cette disposition, il y a plusieurs conséquences qui découlent de cette disposition, dans le sens que nous verrons que la coutume, qui est également une source du droit, va primer sur l'énoncé de la loi qui donnait la prérogative également à la femme d'avoir un mot à dire là-dessus. Mais le plus souvent, c'est le mari qui fixe l'adresse du ménage. Ensuite, nous aurons le critère également d'accès aux actifs. L'accès aux actifs contient un certain gap très important pour la femme, dans la mesure où, déjà au bas âge, quand ils sont encore jeunes, le garçon et sa sœur n'ont pas les mêmes droits sur cette propriété, même la propriété de la famille d'origine. S'ils vont fonder leur foyer
Ici au Burundi, les parents, on dirait que les parents ne vont établir que le garçon. C'est-à-dire, ce que nous disons à Kilodi Goussorola, il lui montre un lopin de terre sur laquelle il va établir sa famille, ce qui n'est pas le cas pour la fille. Donc, tout ceci découle de cette absence de la loi sur les successions. L'accès aux actifs implique également le droit, l'accès au crédit. L'accès au crédit n'est pas facile à la femme burundaise parce que, étant donné qu'elle n'a pas de propriété de biens immeubles qu'elle peut donner en garantie, elle doit d'abord, déjà, quand elle est fille, je crois qu'elle ne peut même pas poser la question à ses parents ou à ses frères qui ont le droit de propriété sur le lopin de terre. La femme, même si elle est reconnue comme femme entrepreneur, elle n'aura pas le droit de donner en hypothèque un immeuble, sauf si le mari lui donne son accord. Certains textes sont peut-être pas des freins, mais des contraintes à la mise en œuvre de ce qui est prévu dans le projet Merakabandi vis-à-vis des femmes. À vous. Le projet Merakabandi, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un projet de protection sociale, un projet du gouvernement du Burundi, financé par la Banque mondiale, un projet de protection sociale qui est là pour soutenir les ménages les plus vulnérables, vraiment vivant dans l'extrême pauvreté et la vulnérabilité. Et on le fait en combinant deux éléments importants, des transferts monétaires. Vous comprenez déjà qu'il y a un accès aux revenus pour les ménages les plus vulnérables, mais en même temps, l'accompagnement pour ces ménages-là pour qu'ils puissent saisir cette opportunité justement. Et effectivement, le projet, je pense, on était déjà conscient que les femmes et les hommes ont des obstacles différents. Les femmes ont plus d'obstacles pour d'abord accéder à l'aide sociale elle-même, pour accéder à l'assistance sociale, mais aussi pour évidemment avoir des opportunités économiques. Mais dans le projet Merakabandi, on est vraiment fiers parce qu'on a placé exactement la femme au cœur même de tous nos processus. D'abord, on cible des ménages ruraux. On ciblait dans le projet qui était pilote des ménages ruraux à l'extrême pauvreté. On sait effectivement que ça, c'est généralement les femmes sont plus nombreuses, effectivement, de par la démographie elle-même du pays. Mais là, on est sûr qu'on est allé le projet donc à aider à aller chercher les femmes les plus vulnérables et les plus éloignées. Et donc, je pense que c'est un effort effectivement d'inclusion. Et vous allez voir comment ça a marché aussi. Et évidemment, dans le projet actuel aussi, on va cibler plusieurs ménages, mais déjà dans le ciblage, on cible vraiment explicitement les femmes. Et c'est les femmes qui sont enregistrées au nom du ménage. Et ça change déjà des mentalités. Je me souviens quand on commençait, on a effectivement discuté beaucoup de cet aspect dont on discute maintenant, de qui est le chef de ménage. Et on se dit pourquoi vous ciblez les femmes, pourquoi c'est les femmes qui sont enregistrées au nom du ménage. Est-ce que vous êtes exactement contre la loi qui dit que c'est l'homme qui est le chef du ménage? Et c'était un élément qui a commencé à déclencher un véritable changement de mentalité, parce qu'à la fin, je pense que tout le monde était d'accord à la vue des résultats de cette première phase. Même au début, les gens finissaient par accepter que effectivement le développement il devient beaucoup plus rapide et plus efficace s'il passait seulement par les femmes au sein du ménage, et que ça ne changeait pas le fait que l'homme était chef de ménage. On continuait d'intervenir évidemment dans le cadre existant, mais on a pu concilier cet aspect pour pouvoir vraiment commencer à changer de mentalité. Donc, les femmes sont les principales bénéficiaires. Les principales bénéficiaires d'abord des transferts monétaires, c'est elles qui reçoivent les transferts monétaires. Et on a fait confiance et on a vu que vraiment ça a apporté des résultats. On est particulièrement fiers aussi des résultats qu'on a pu avoir. Les femmes ont eu ces transferts monétaires réguliers, donc ils ont pu effectivement accéder à ce revenu. On recevait l'équivalent de $12 par mois, et tout au long du projet, les femmes ont reçu, chaque femme a reçu de la part du ménage bien sûr,
plus ou moins 360 $, c'est pas beaucoup, mais 600 000 francs burundais, et durant toute la durée du projet. On le sait que c'est les ménages qui étaient les plus vulnérables, les plus pauvres. C'était déjà un accès à un revenu qui est là. Et si on ajoute le projet actuel, qui va ajouter aussi 18 $ par mois, on aura aussi autour de 300 $ durant toute la durée du projet. Et on va ajouter aussi des subventions pour l'inclusion productive. Donc on voit déjà que le projet a vraiment participé, continuera de participer à cet aspect important aussi d'accès d'abord aux revenus, d'accès aux revenus. Donc on a investi dans ces ménages à travers les femmes et on continuera de le faire. Mais aussi le projet a une autre dimension, c'est d'augmenter le capital humain, c'est-à-dire la personne elle-même. Et je pense que c'est un aspect très important aussi. On a investi en faveur des femmes, mais aussi on en a fait des actrices elles-mêmes qui investissent en elles-mêmes. On leur a permis d'investir dans eux-mêmes. On a vu des résultats du premier projet pilote. On a vu vraiment que toutes les femmes ont accès à la santé. Et quand on a fait des analyses à la fin du projet, on a vu que plus de 91% des femmes disaient que maintenant elles avaient des moyens pour aller se faire soigner. On voyait que dans tous les ménages, on voyait des signes d'amélioration de l'hygiène, de la salubrité, au niveau des latrines, la fosse améliorée, au niveau des points de lavage, au niveau de la santé elle-même. On a vu que parmi les femmes qui participaient au projet, ils ont adopté la vaccination des enfants à plus de 99%. Ils ont adopté l'accouchement dans les centres de santé, dans les hôpitaux à plus de 99%, autant d'indicateurs qu'elles ont investis en elles-mêmes et qu'ils ont promu un capital humain et qu'elles peuvent maintenant vraiment aller sur un chemin de développement parce qu'elles ont consolidé le capital humain. Cela, c'est d'autant plus impressionnant que c'est les ménages, c'était les femmes qui étaient les plus démunies. C'est les femmes qui étaient les plus démunies. Quand on voit qu'ils augmentent ces indicateurs-là, parfois on peut dire c'est normal, c'est peut-être bien, mais quand on sait d'où elles viennent, on peut voir que c'était un grand chemin. Et il y a vraiment des indicateurs qui sont clairs. Mais en plus de cela, elles ont évidemment investi aussi dans leur autonomie économique. On a tout fait pour que cet argent qu'ils ont reçu, ces transferts monétaires, avec des mesures d'accompagnement, elles ont pu devenir des actrices économiques très importantes. Donc on a vu que toutes les femmes, elles ont adhéré massivement à des groupes de solidarité à 100%. Quand on a fait l'évaluation, 100% de toutes les femmes, de tous les ménages, étaient dans un quelconque groupe. Les uns étaient déjà dans des coopératives, à 40% déjà dans des coopératives collinaires, à 70% ils étaient dans des groupes d'épargne, dans les Visley et de crédit. Et ils avaient déjà des mutuelles de santé, ils appartenaient à des mutuelles de santé communautaires et pratiquaient ces mécanismes de tontine sur les collines. Et donc on a vu que massivement ils sont adhérés à des groupes de solidarité qui ont été comme vraiment un frein qui les a lancés. Et aussi, elles ont pratiqué l'épargne. On voyait que 98% de toutes les femmes pratiquaient régulièrement l'épargne. Et effectivement, ils ont investi aussi dans des activités génératrices de revenus. On a tout le 99,5%, c'est-à-dire presque tout le monde, ont vraiment mis en place une activité génératrice de revenus jusqu'à des activités spectaculaires où on voit maintenant des personnes comme des femmes de Kirundo que vous avez rencontrées, Madame la Résidente, au marché, mais elles fournissent les autres villes comme Ngozi, Muyinga en tomates. Là. Ils ont commencé vraiment, ils étaient délaissés par leur mari qui était venu à Bujumbura, il avait 6 enfants. Il y a des cas exceptionnels dans Kitega, vous avez vu aussi, dans chaque province. Bref, je pense, Madame la représentante résidente, que vraiment par ce projet, on peut être fier du gouvernement financé par la Banque mondiale. J'ai vraiment la ferme conviction qu'on investit en faveur des femmes, mais on leur permet d'investir dans les femmes elles-mêmes et je pense qu'on accélère un peu leur rythme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Il a tout à fait raison. J'ai vu quelques femmes bénéficiaires. C'est émouvant de voir quand elles expliquent d'où elles étaient et où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc je vais poser la question à mon collègue Omer. Pour lui demander, c'est vrai qu'on a un portefeuille qui est assez important au Burundi, 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et nous disons une boîte qui fait beaucoup pour les femmes.
quels sont les investissements qu'on fait en faveur des femmes et quelles sont les contraintes auxquelles on fait face? Pour ce que on fait, je pense que la Banque mondiale, comme ça a été souligné, met vraiment la question du genre à la fois au cœur de ses politiques elles-mêmes et de son dialogue avec les pays en voie de développement dans le bâtiment de son partenariat. Et donc, rapidement, peut-être pourquoi et comment est-ce qu'elle le fait. Au Burundi, par exemple, 52% de la population est féminine. Ça veut dire que la moitié du potentiel du capital humain au Burundi est féminin. Donc, si par une loi, par une quelconque autre décision législative, on défavorise la fille et la femme, c'est exactement comme si on va à la guerre contre le développement et on laisse la moitié de son armée de côté. Donc ça ne fait pas sens. Alors qu'il est bien établi économiquement que si on prend seulement le côté éducation, quand on réduit le gap entre l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons, les retours sur investissement social, c'est-à-dire que pour nous tous dans un pays, est amélioré. Et il est amélioré pourquoi? Parce que investir normalement sur l'éducation d'une fille paye plus économiquement que l'éducation d'un garçon à partir d'un certain niveau. Je m'explique. Quand il est démontré économiquement qu'une fille qui a un revenu, ou bien une femme qui a un revenu de son travail, va plus l'investir dans les enfants en proportion qu'un homme qui a un revenu. Donc ça veut dire que plus une femme a un revenu, mieux c'est pour le capital humain, parce qu'elle investit sur ses enfants. Deuxièmement, les connaissances d'une mère, même quand elle ne travaille pas, impactent directement la survie des enfants. Donc ça dépasse la santé. La survie des enfants et même leur éducation après. Simplement parce qu'elle sait, sans même travailler, sans même produire un revenu à partir de ce qu'elle sait. Donc ça montre bien que la femme vraiment devait être au cœur de ces choses. Maintenant, en termes de est-ce que la Banque mondiale, comment est-ce qu'elle intègre vraiment les questions de genre dans ses politiques, il y a ce qu'on appelle dans tous les projets de la Banque mondiale une étiquette genre. Je pense que le projet Maracama doit avoir une étiquette toute verte et bien claire sur l'approche genre. Et pourquoi? Parce qu'ils ont simplement démontré que les activités, les retombées des activités de leur projet vont majoritairement aller au sexe défavorisé, au genre défavorisé. Ça peut être les hommes aussi, mais quand même dans le cas d'espèce, on parle des femmes. Donc ça va directement, les retombées des activités vont directement là-bas. Et en plus de ces retombées en termes d'activité, ça permet de fermer un gap. Et ces gaps-là, je pense que le coordinateur a dit, ça peut être en termes d'accès aux soins de santé, ça peut être en termes de revenus, ça peut être en termes de patrimoine, c'est-à-dire d'accumulation de revenus et d'épargne après, ça peut être en termes d'opportunités d'emploi et d'investissement. Donc, voilà un peu comment c'est une discrimination positive vis-à-vis d'un genre défavorisé permet de fermer ces gaps-là. Et la nature de ces gaps, vous voyez bien qu'elle est diversifiée. Donc, elle doit quitter les fondamentaux de simplement dire, OK, la santé maternelle de la mère est gratuite. C'est un bon début, mais ça ne peut pas suffire. Parce qu'après, il faudrait qu'on fasse les mêmes faveurs pour elle, pour attraper ce retard-là, quand il s'agit d'insertion dans le tissu économique. Et cette insertion dans le tissu économique-là veut dire qu'elle doit avoir meilleur accès au crédit, meilleur accès aux formations professionnelles, quelle que soit leur nature. J'ai souvent été blasé de voir sur les chantiers ici des femmes qui sont dans les chantiers en train de transporter et faire un travail physique harassant. Je voudrais mieux qu'elles aient aussi un casque et peut-être des bottes et des gants, mais ce n'est pas souvent le cas, mais je dis que c'est déjà un bon signe qu'il n'y a pas de stigmatisation dans le cas où une femme ferait un travail physique harassant. C'est aussi le cas des responsabilités. Je suis très fier aujourd'hui d'être à côté de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale qui est une femme, qui montre qu'elle a d'abord eu accès à un poste électif. Donc elle a convaincu les masses pour être leader d'une communauté, d'une province. Donc je pense que ce sont des exemples comme ça qu'il faut multiplier à l'envie favorablement pour que après on puisse combler ce gap-là. Je veux donc dire que vraiment en concluant, que ce n'est que par des actions démultipliées comme ça qui quittent les fondamentaux simplement de la santé et l'éducation, vont dans de vraies égalités dans les opportunités d'insertion économique
et d'accumulation de revenus et de richesses qui permettrait qu'on ait donc cette armée-là, ou cette troupe-là, qui est complètement et dans la totalité préparée pour faire face au retard en termes de développement humain, mais en termes de développement tout court donc. Merci. Les mentalités sont en train de changer graduellement. Il y a les lois qui sont aussi et les textes qui sont en faveur des femmes. Leur application n'est pas toujours à 100% à cause des coutumes, c'est normal. Il y a aussi un mélange entre les coutumes et les textes. Mais parfois, même si ces textes ne sont pas en faveur des femmes, on trouve des gaps ou des moyens de concilier en fait. Et ça fait partie du dialogue communautaire qui permet d'avoir, une appropriation des nouvelles méthodes qui viennent. Je me rappelle quand on a visité le ISARE, le projet de restauration des paysages, le fait que les femmes puissent avoir des titres fonciers, c'est pas parce que la législation a été changée, c'est parce que la communauté a été convaincue que c'était la meilleure méthode. Mais de toutes les façons, ça ce sont des bonnes pratiques, mais ce serait bien qu'on continue à travailler ensemble, Madame le vice-premier président du Parlement, pour que les législations suivent. Je compte beaucoup sur vous.